rappelle donc que vous animez le premier panel intitulé Economic Resilience and Standing and Adapting to Emerging Risks, modéré donc par Monsieur Zubair Ben Hamouche, Economic Commission for Africa, United Nations. Monsieur Ben Hamouche, je vous laisse la parole. Vous invitez donc vos panélistes. Je vous laisse le micro. Vous avez 45 minutes. Merci. Donc, je vais animer ce panel, le plaisir d'animer ce panel avec Excellency Ministre Madame Messaouda Mohamed Lardaf, ministre de l'Environnement de Mauritanie. Est-ce qu'elle est là? Yes. Excellency Minister Justine Lumumba Basouley, Minister of General Duties of Uganda and Chair of the RFSD. And I think that Mr. Mahamadou Abdoulaye will be online. No? Yes? Tu confirmes? After? Visio, yeah, online. And finalement, Madame Maïsama Cherhabil, qui va faire une présentation introductive du panel sur la redirection écologique. Madame Maïsama est fondatrice de JNA Impact. Merci Zoubir, bonjour à toutes et à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour cette deuxième édition du Sustainable Economy Forum. J'ai eu le plaisir et la chance d'être également présente à la première édition et la tenue de cette deuxième édition nous prouve que les enjeux actuels, ceux du développement durable, ceux d'une économie plus sobre, plus solidaire, sont portés en Algérie. Ils sont portés au plus haut niveau et par aussi nos entreprises algériennes. Ceci nous prouve aussi qu'on a la volonté de faire rayonner ces enjeux-là au-delà des frontières algériennes, sur le continent africain et au-delà. Et donc encore merci aux organisateurs et à Mohamed Skandal pour l'organisation de ce forum. Plus particulièrement, le panel qui nous réunit aujourd'hui, donc au sujet de Climate Change and Resilience in Economy. Donc j'ai souhaité en guise d'introduction revenir peut-être très rapidement sur le concept que Zoubir nous a présenté, donc les limites planétaires. Donc j'ai souhaité vraiment partir de constats scientifiques, donc le constat des 9 limites planétaires, comme l'a dit Zoubir, donc qui ont été largement dépassées. 6 déjà des 9 limites planétaires sont dépassées et une 7e arrive à grands pas. Le changement climatique, on en a beaucoup parlé ce matin. Peut-être revenir sur la biodiversité. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Un indicateur sur cette notion de biodiversité et l'intégrité de la biodiversité qui devrait être respectée, mais qui ne l'est pas, puisque c'est une limite qui est également dépassée. Normalement, on a un indicateur qui nous dit que 10 pour 1 million d'espèces par an, si ça disparaît, c'est acceptable. Alors on sait aujourd'hui qu'on a dépassé ce seuil de 10 à 100 fois, donc ce qui est vraiment énorme. Et le dépassement donc, de ces limites planétaires, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie qu'on est rentré dans une zone de risque accru et que finalement les équilibres, puisque en fait les limites planétaires elles sont interconnectées, et donc les équilibres entre écosystèmes aujourd'hui ne se font plus. Un deuxième constat aussi qui est un constat scientifique, tout comme les limites planétaires, c'est qu'en dehors de l'homme, aucune autre espèce n'a jamais abîmé et souillé son habitat naturel aussi rapidement que nous. Donc moi la question que je me pose c'est pourquoi on s'est réveillé un matin en se disant on va détruire notre foyer. Je pense que à l'échelle individuelle on le fait pas, on se réveille pas un matin pour détruire sa maison, ou en tout cas quand on remarque des dysfonctionnements dans nos maisons, on essaye de repenser rapidement nos modes de fonctionnement. Donc pourquoi on le fait pas avec la même urgence à l'échelle de la planète qui est notre habitat naturel également.
Ensuite, une fois qu'on a posé ces deux constats, donc, qui sont les limites planétaires et ce que je viens de vous dire, en fait, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les scientifiques attendent de nous. Alors, premièrement, ils attendent de nous qu'on baisse nos consommations et qu'on décarbone et qu'on diminue notre consommation en énergie et qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la première chose. Et cela, tout secteur confondu, que ce soit le secteur de l'énergie, que ce soit le secteur des transports pour aller vers des mobilités, ce qu'on appelle la mobilité douce, donc des modes de transport qui sont moins polluants, également dans le secteur de l'agroalimentaire et le secteur du numérique qui nous guette tous à l'ère de l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a décarboné, qu'est-ce que les scientifiques attendent de nous? Ils attendent de nous qu'on contribue à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est normalement ce qu'on devrait atteindre en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, normalement, pour les scientifiques, on devrait atteindre le zéro. Donc, contribuer à la neutralité carbone, j'ai entendu tout à l'heure le représentant de la Sonatra qui a parlé de reboisement. Donc, quand on plante des arbres, ça ne doit pas être la première solution. Planter des arbres, ce n'est pas une alternative aux émissions de gaz à effet de serre, ça doit venir toujours en complément d'une stratégie de décarbonation. Donc on ne pollue pas et pour se donner bonne conscience, on plante des arbres. D'ailleurs, la Sonatrach l'a bien précisé, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de décarbonation et ensuite de contribution à la neutralité carbone. Troisième élément que je voulais développer aujourd'hui, c'est de repenser un petit peu, de re-questionner d'abord notre économie. Mohamed Skander a utilisé le mot sauvage tout à l'heure, je pense que le mot est très bien choisi. Donc de re-questionner nos modèles économiques et de re-questionner aussi le vocabulaire de la transition écologique, parce que pour certains chercheurs et scientifiques, transition c'est un mot qui est trop doux, qui nous laisse penser qu'on a le temps de faire cette transition. Et finalement, aujourd'hui, on nous invite à revisiter le lexique, parce que le lexique, c'est ce qui nous permet ensuite de passer à l'action et donc d'utiliser peut-être à la place du mot transition l'expression redirection, le terme redirection écologique, qui est un terme qui est plus inscrit dans l'action immédiate. Donc, je voulais présenter très rapidement. Oui, très rapidement. Donc, l'inventeur de ce concept que je vous invite à lire, qui est Diego Landivar, qui est un chercheur bolivien. Donc, une fois qu'on a re-questionné le lexique, le modèle économique, qu'est-ce qu'on attend de nous? Quatrième point, on attend de nous qu'on s'adapte. Donc l'adaptation au changement climatique. Et je rejoins Zoubir qui disait tout à l'heure que l'Afrique est un continent très inspirant en termes d'adaptation, parce que nous, sur notre continent, on sait la valeur des ressources, on sait la valeur de l'eau potable, on sait la valeur de l'électricité. Donc je pense qu'on doit vraiment saisir cette opportunité de l'adaptation au changement climatique qu'on nous demande et qui paraît sur le continent américain ou le continent européen être un énorme challenge. Eh bien, je pense qu'on doit, nous, sur le continent africain, saisir cette opportunité pour montrer la voie aux autres continents. Voilà, peut-être pour conclure mon introduction, je pense que cette affaire de la transition, de la redirection écologique, c'est une affaire collective et donc, comme le dicton qui est là, que chacun apporte sa contribution et devient donc le bâtisseur d'un monde, pas le monde de demain, mais d'un monde d'entraide. Et donc, je laisse la parole à Zoubir pour la suite de ce panel. Merci pour votre attention. Merci. Alors, nous avons à peu près 35 minutes. Have 35 minutes. So, my first question will go to. Ma première question donc ira pour vous, Madame la ministre, Miss Saouda Mohamed El Artaf. La Mauritanie. Ma question c'est que fait votre pays en termes d'adaptation climatique dans
à la fois dans le littoral, et c'est que Nouakchott par exemple est menacé par la montée des eaux, mais aussi pour les conséquences de la diversification sur les communautés rurales à l'intérieur du pays. Merci. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, les chercheurs, la société civile, le secteur privé ici présent avec nous, et exprimer mon honneur de participer à ce forum combien important. Un forum sur le plus grand défi contemporain relatif à l'adaptation au changement climatique et comment préparer une économie résiliente et durable. Donc pour ce qui est de votre question, je voudrais vous dire que la Mauritanie est un pays sahélien exposé aux aléas climatiques et l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Et dans ce cadre, sous la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et dans ce programme électoral, mon ambition pour ma patrie, la dimension durabilité et résiliente prend une part importante dans les priorités du pays. Donc pour ce qui est de la question relative au littoral mauritanien, comme vous le savez, le littoral mauritanien est un littoral extrêmement vaste, d'une longueur de plus de 700 km, et soumis aux aléas climatiques, aux actions anthropiques aussi. La ville de Nouakchott a été construite par le sable du littoral, donc c'est ce qui a créé d'énormes brèches et qui constitue vraiment un véritable danger sur la ville de Nouakchott qui pourrait la qaddarallah, constituer des inondations pour la ville de Nouakchott. Et face à cette situation, les autorités publiques ont pris un certain nombre de décisions relatives à la protection de Nouakchott, notamment en commençant par la fermeture des brèches qui existent au niveau du littoral, et en créant des programmes de résilience des populations pour supporter un peu la charge des populations sur les ressources naturelles au niveau de la plage. Comme vous le connaissez, l'économie bleue est l'un des piliers stratégiques de l'économie de notre pays. Et donc, le gouvernement mauritanien entreprend une réforme politique qui intègre la dimension climatique dans toutes les politiques publiques, avec l'appui du Fonds monétaire international et notre éligibilité au Fonds de résilience et de la durabilité. Nous entamons des réflexions sur l'intégration de la dimension durabilité environnement dans toutes les politiques publiques, et nous sommes en train d'explorer une piste sur une taxe carbone qui va certainement donner un effet positif quant aux politiques futures pour la protection de l'environnement de façon générale et plus particulièrement sur la protection de notre littoral. Je vous remercie. Merci. Merci Madame pour votre réponse. Alors, now one question to you, Madam Minister Justine Lumumba Kassoulé. As a chair of the IRFSD, how do you see the role of regional cooperation in advancing climate resilience in Africa, and most importantly, maybe in infrastructures, because Africa suffers from a lack of infrastructure and from infrastructure that are not adapted, are not resilient to climate. Thank you. I want to thank the organizers once again, and also want to thank you for giving us this opportunity to talk to Africa and the world on these issues. One, before I go to the issue of the role of the different organizations or regional organizations, I want to begin as the chair. I want to say what I've observed, that whenever we come to discuss on issues that affect us as Africa or as the world, we always look at the challenge and we always rush very fast to the issue of funding before exploring what we could do without even funding. Let me bring an example. If you want people to act, if you want people to work so fast, either create an incentive or create a danger
So with that, they will move so fast. So when we talk about the climate resilient measures, let's begin with the communities where we come from. As people are cutting down trees, let's explain to them that when you cut down trees, this is likely to happen, 1, 2, 3. And once you explain that to them, you are creating fear and a danger into their minds. They will act very fast. Like, let me give an example. The community where I come from, that's Uganda, we have destroyed forests at 12% per year, and that is too high. And we are one of the beautiful countries in this world. When you live, you give space to the ground or nature. Nature gets back to itself without any effort. So even that alone, we always rush, we need resources. We need resources. So before we even get to resources, let's look at what we can do within the means of the ordinary person that don't require resources. When we leave the wetlands, they regenerate and get back the original grass. And that is important. And that also affects, now when we explain to them and tell them that once that happens, then being an agriculture economy, it means that they know they need the rain for their products, for their agriculture. So that will work even with no resources, but talking to the people within the communities where we live and where we are. So I want the issue of the regional corporations. Most times in Africa, we have paid a lot of attention on the African Union, but issues to do under African Union, we have paid a lot of attention on politics, on issues to do with the governance on the political side, governance on the economic side, but not governance on issues to do with nature. And that, when you even see, when we come out with programs, we pay a lot of attention on the issues to do with the issues I've mentioned, and we pay little attention to issues to do with the nature, the climate resilient solutions. So I want to, even when it comes to the Africa regional forums or corporations, we always copy that. It's always what we always do. So yet we have a role that in our regional corporations, if we put emphasis on bringing out issues that will affect us, explaining how dangerous issues to do with the climate resilient or climate change can affect us and affect our income activities, our economic activities, that will help us. So I want to look at, you've brought out the issue of infrastructure. Yes, infrastructure is very important in terms of doing trade, in terms of production, but we also need now to pay much attention in terms of the quality and fighting corruption. We also need to pay attention on making sure we work as teams under the corporations. Because you find a country, let me give an example. You find a country like Kenya. Uganda is a landlocked country, but Kenya constructed the railway from Mombasa up to Kisumu and stopped at that. And yet, even if we construct a railway as Uganda, without having it linked to Kenya, to the one in Kenya, then we will not have simplified the issue of infrastructure to easy trade and easy the movements of people. So we need to work as countries to link up issues to do with infrastructure, because apart from transport, but also the issue of infrastructure in terms of climate, let me bring out an example of River Nile, which stems all the way from Uganda, Rwanda, and Burundi. If we don't pay much attention to working together equally on what we would call transport infrastructure and bring in the component of capital resilience, climate resilience, we shall have issues. So we need to couple issues to do with the infrastructure together with the climate resilience to be able to build a strong network, and that will last and live beyond us. And that brings in the component of the issue of today and the future governance, the future governments. As we discussed today, we should also look at how do we make tomorrow better than it is today by involving the most affected person
And the people who sustain these issues, those are the youth. We should stop leaving youths to scold them for tomorrow. They should be today. Today is the future. And tomorrow will add to today. So we need now to use those regional corporations, in addition to the economic and governance issues, bring in issues to do with the nature, issues to do with the climate resilience and adaptation. And I want to tell you, we shall succeed if it is part of the package. And it's either number 1 or 2, because those two affect the others. Because if we don't handle issues to do with the climate adoption properly, they can cause war, and lives will be lost. And we wouldn't want to see any life gone. Thank you. I would like to ask a question to both of you about, we have said that climate is a huge cost for the economies, and with the disasters that have a huge consequences in terms of economic costs. So given that, how do in your countries integrate these climate risks in your development strategy and the NDCs? Thank you. We have integrated these issues in our policies, in our legal documents. Like in the Constitution of Uganda, 3% of the national budget is supposed to remain in the Ministry of Finance to handle issues with the disasters in the country. So this 3% is supposed, once we get a challenge, we have issues to do with the disasters. These are resources that are supposed to be channeled to the affected ministries, to the affected sector, of course coordinated by the Office of the Prime Minister, where I sit, and make sure these issues are handled. And also, we also work with the development partners, to especially the UN agencies, UNHCR, UNDP, and also issues to do with the women and whatnot, and UNESCO, to make sure that we are always working together to do the risk assessments. And when the report is out, people are resettled based on what is in the report. That has been helping. But the issue is, what we do is not commensurate to the challenge. We need now to up the game and make sure it works so well. But also another issue we have also done in terms of policy is to make sure that every child in a school plants a tree and nurtures a tree, either at school or in the school garden or school compound or at home, so that the children grow knowing that they must look after nature. We have also taken on the effort of making sure that every institution, especially the big private sector companies, have also funded this activity and have coupled and formed partnership with either government agencies or ministries or religious institutions or cultural institutions, so that each of them funds at least planting 1 million trees in the different communities. We have also worked on this issue to make sure people leave forests, especially those who have cut down forests, for them to leave. This is government land. So enforcement has improved, but by also setting up police, what we call environmental police, specifically to follow up on that particular issue. We have also gone back to look at where we built bridges, and the bridges are not now commensurate to the volume of the water that flow through that bridge. We have revised that to make sure this happens. Now, when it comes to agriculture, being an agriculture economy, people have been planting trees, people have been planting this, but government specifically has encouraged the growing of coffee, the growing of palm oil, the growing of tea. Specifically, these are trees where people can harvest, but we still get to remain with the trees. So that component helps us to put economics together with nature, so that there is a relationship for which we benefit today, tomorrow, short term, but also long term. And as government, we have also gone back and looked at where did the colonial master
change the river, because we have like 4 of them where the rivers were changed and they built the bases for them. But as government, we can no longer manage to maintain them because it's so expensive. Now, government decided that those who settled in the river valley should have been shifted to other areas so that the rivers flow where they used to flow naturally when we were still under colonial government. But also lastly, there is the carbon credit, and which is also helping people to be able to plant trees, but also there are funds that government has put in place to make people leave the wetlands and live growing, especially rice in the wetlands, and grow other crops and boosting up irrigation so that they don't have to go to, and the wetlands regenerate. Most importantly, we should all get back to our culture setting. We had special attachments to the forests, special attachments to the wetlands. But when the Western culture came in, we kept dropping that and looking at this in a capitalist way. Can we balance the two so that the two can live, we can live with the two, but most importantly, looking at the end, what is the most important in terms of being economic, but also sustainably maintaining. I thank you. Thank you. Madame Lamy, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour la question de l'intégration de l'économie durable, pour une meilleure protection des États et prise en considération dans les politiques publiques mauritaniennes. Donc, je disais tantôt que la Mauritanie est l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Et donc, il est exposé à une sécheresse récurrente, une désertification accrue, une baisse de la productivité agricole et une pression importante sur les ressources naturelles. Et dans ce cadre, le gouvernement mauritanien, je disais tantôt que le programme électoral du président de la République prend en considération la dimension environnementale et la dimension durabilité. Et dans ce cadre, la durabilité est une priorité pour notre gouvernement. Et toutes ces politiques ont été axées sur la stratégie accélérée, la SCAP, et aussi sur la stratégie nationale de développement de l'environnement et du développement durable, la SNED. Et nous avons une CDN qui prend en considération des engagements bien clairs et bien définis qui font que la dimension changement climatique est prise en considération dans toutes les politiques publiques. Dans ce cadre, le gouvernement encourage une agriculture pour tout ce qui est des secteurs économiques, en l'occurrence l'agriculture. On encourage une agriculture écologique, donc basée sur l'écologie, sur le respect de la nature. Et pour ce qui est de l'élevage, comme vous le savez, la Mauritanie l'élevage est un pilier de l'économie mauritanienne. Et dans ce cadre aussi, le gouvernement encourage l'élevage traditionnel connu qui fait moins de dégâts sur les ressources naturelles. Et en matière de pêche aussi, il y a une stratégie bien claire de développement de l'économie bleue de façon générale, de la lutte contre la pêche illicite. Tout ça pour préserver la ressource naturelle, pour une durabilité économique efficiente. Et donc tout ceci cette politique ne peut être exécutée sans l'appui des partenaires de façon générale. Et dans ce cadre, je disais tantôt que notre pays a été éligible à la facilité pour la résilience et la durabilité. Et nous intégrons, nous sommes en train d'explorer l'idée d'intégrer une fiscalité verte dans les finances publiques et intégrer aussi tout ce qui est durabilité dans tous les projets de développement, les projets des grandes infrastructures. Et nous sommes en train d'étudier la réduction des émissions
dans tout ce qui est politique extractive et aussi encourager. On sait que la Mauritanie n'est pas un pays producteur de gaz à effet de serre. Toutefois, on est dans cette dynamique de réduction de ces gaz-ci. Je disais ceci a été introduit dans les politiques extractives, tout en encourageant aussi l'exploration et l'exploitation du gaz naturel dans notre pays. Donc, pour ce qui est relatif à la dimension institutionnelle, réglementaire, nous avons des textes assez avancés par rapport aux pays de la sous-région. Pour ce qui est de la réduction des émissions, le gouvernement mauritanien vient d'adopter un décret sur le torchage il y a moins d'une semaine. Nous avons adopté une loi aussi sur l'évaluation environnementale qui a des innovations particulières, surtout en matière d'audit environnemental pour les entreprises ayant existé avant la promulgation de cette loi. Et pour ce qui est aussi de la protection du littoral, nous sommes en train de préparer une loi sur la protection du littoral, d'organiser toutes les structures ou tous les départements qui travaillent sur le littoral. Donc, en amont, je dirais que la politique publique mauritanienne intègre la dimension durabilité de façon générale dans la politique. Et pour l'aspect institutionnel, elle a des textes réglementaires innovants dans ce sens de protection de l'environnement et de la durabilité économique. Donc, on encourage aussi l'économie circulaire. Et pour l'occasion, j'ai été très séduite par la présentation aujourd'hui de la wilaya d'Alger en matière de recyclage des déchets. Et ceci m'amène à faire un appel pour une coopération sud-sud efficiente, car les contextes changent et si je prendrai l'exemple de l'Algérie en matière de gestion des déchets, c'est à peu près le même contexte que la Mauritanie. Au lieu de chercher à travailler avec des partenaires beaucoup plus loin, je crois qu'il serait plus utile de renforcer la coopération sud-sud pour une meilleure protection de notre environnement et aussi pour une meilleure durabilité de nos économies. Merci Madame. Vous faites bien de rappeler ça, effectivement, que la coopération sud-sud que ma commission promeut et sur laquelle on travaille de plus en plus est très importante, partage d'expérience. Et vous faites bien aussi de rappeler qu'en termes d'émissions, l'Afrique subsaharienne, c'est la seule région du monde, il me semble, qui en termes d'émissions par tête respecte les accords de Paris. Donc on est en dessous de 1,9 tonnes par habitant équivalent de CO2. Donc, voilà. Donc on est plus dans une logique effectivement de résilience, d'adaptation et que de mitigation dans un premier temps. Nous avons Monsieur Aboulaye, Mahamadou Aboulaye en ligne avec nous. Bonjour Monsieur. Vous m'entendez ? Je ne sais pas s'il m'entend. Je pense qu'il ne m'entend pas. Je vous entends. Ah, très bien, merci. Alors, nous avons donc le cas de la Mauritanie, qui est un pays du Sahel qui est très, très exposé aux problèmes de désertification. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous supportez vos pays membres dans ce cadre-là, notamment pour les problèmes de désertification, de sécheresse, de système d'alerte et de gestion aussi des problèmes hydriques? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum de m'avoir invité à participer à ce panel et saluer le leadership de l'Algérie sur ces questions à fort enjeu économique pour la région Afrique et au-delà. Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler, comme du reste l'ont rappelé plusieurs de mes prédécesseurs, que pour la région Sahel en particulier, le changement climatique n'est pas une menace lointaine, c'est une menace réelle
et qui se traduit notamment par des sécheresses de plus en plus longues et récurrentes, des inondations, c'est un aspect nouveau, l'élévation des températures, l'accélération de la perte de la biodiversité des sols et les difficultés d'accès à l'eau. Notre organisation, qui est le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, 1973, dans la foulée des sécheresses de ces années-là, je pense que les années 70 constituent une borne historique importante dans le changement climatique et le développement des stratégies contre ces changements-là. Et les États du Sahel avaient créé le CIL 173 justement comme une réponse à la fois politique, institutionnelle et technique face aux effets du changement climatique. Et dans ce domaine, un certain nombre, pour répondre à votre question, un certain nombre de services climatiques, météorologiques, hydrologiques sont délivrés aux États pour prévenir les sécheresses, pour prévenir les inondations, pour prévenir les risques agricoles, parce que comme vous le savez, l'économie de cette région repose essentiellement sur l'agriculture, une agriculture dépendante de la pluviométrie. Et le changement climatique, de ce point de vue, est un multiplicateur des risques agricoles en particulier et des risques économiques de façon générale, parce qu'il crée des vulnérabilités, accroît la pauvreté, mais également encourage les conflits ou multiplie les conflits entre les différents acteurs pour les ressources naturelles. Et nous faisons donc ce suivi-là pour mettre à la disposition des États des outils pour leur permettre d'anticiper les effets négatifs des sécheresses, des inondations, des risques, même des ennemis des cultures. Par exemple, je prends le cas du criquet pèlerin dont le développement est très lié au changement climatique. Nous avons également développé pour accompagner les États et les communautés des techniques, en particulier de gestion des ressources naturelles, d'économie de l'eau, mais également des techniques liées au développement et aux innovations en s'inspirant des savoirs traditionnels, des pratiques des communautés. Et dans ce domaine, je voudrais dire que autant la zone sahélienne est une région emblématique des effets du changement climatique, autant elle est également une région emblématique de la capacité des communautés et des sociétés à faire face au changement climatique. Évidemment, quand on regarde aujourd'hui les nouveaux défis liés au phénomène ces stratégies et ces formes d'adaptation ont pour certaines atteint leurs limites. Et il est clair que sans une coopération au niveau régional et international, il sera plus difficile de faire face aux effets du changement climatique. C'est pour ça que nous inscrivons notre action à la fois dans une perspective régionale, mais également dans le cadre d'un partenariat avec tous les acteurs qui s'investissent sur les questions de lutte contre la désertification, la lutte contre les effets de la sécheresse et du changement climatique. Merci, Monsieur Abdoulaye. J'ai une question for both of you about because often I think that 80% of African countries see adaptation more as a constraint than a kind of opportunity, and maybe 80% of them also want to grow first, and then in the second, this is like a second consideration. Climate is a second consideration. Would you say that in respective countries there is this kind of understanding that
adaptation can be a growth strategy also. I mean, adaptation is not only a cost. It's not only a constraint. It can be a way of doing the economy another way and bringing well-being to the population. Would you say that in your countries there is this kind of approach, or it's still the dominant view that we have short-term constraint, which is to satisfy the needs of the population in the short run, jobs, where to live, and so on. Would you say that there is still this arbitrage between short-term issues and climate, or that there is a kind of starting to integrate it really in a new growth strategy? Climate adaptation cannot be looked at as a disadvantage. It's actually something that triggers the minds of the planners to think better and think outside the box. So we look at it on the positive side, because it makes us think of how best, which policies do we need that will bring sustainability in everything. So when we take on adoption, that's when we begin putting a lot of emphasis on the green jobs in terms of agriculture. We who come from the agricultural community, how best can we practice agriculture, use little land, but be able to have good production or productivity. And when we have the productivity, how do we maximize from this? That is what brings in the issues to do with the value addition of what has come out, which makes the ordinary farmer, the ordinary person, be able to get more household income, much more than would have gotten if we had not taken on issues to do with the climate adoption. So this helps us to also to look at what other ways can we be able to be useful in our own communities without affecting climate issues to do with the tourism, ecotourism. This has been taken on, and it has helped us because we never used to think of that, but because of this, the adaptation has helped us to think about that. That's why you find, why should somebody leave a home which is made out of concrete to go again in a tourism site, be again in concrete? Let's think outside and make sure we now use methods that are friendly to the environment. That's why ecotourism comes in. So when it comes to issues, yes, our agriculture activities are affecting the community. Affecting climate. How do we practice our agriculture that will be able to make sure we live together in harmony? And that I've explained the issue of before planting trees, we are able to harvest but keep the trees. Those are the fruits, the hash of avocado and whatnot. So, but also there is the issue of how do we live agriculture but live happily? So that has brought in education, emphasizing mostly issues to do with the sciences, but also issues apart from sciences, be able to take to the level of looking into the area of manufacturing, looking into the area of not exporting raw materials as minerals, but be able to export what is processed so that we keep those jobs here, and putting a lot of emphasis and also science fund to take advantage of science and technology and innovation, having hubs for the hubs for the youth, innovative hubs where they can think and be able to be helped to move up, because these are the people who are going to help us to compete on the African continent, but also compete at the global level. So it has also brought us to bring in issues to do with the climate smart agriculture, maximize the little land, 4 acres, but have grass to be able to feed the animals, have water, to be able to irrigate vegetables that you can sell in a nearby market, and also be able to have chicken, and chicken needs water,
and then be able to compete. So you have the protein, you have the greens, you have the the grass, which is also helping in terms of the climate change. So these are taking skills education in schools, part of the curriculum, but also have training. For those who even dropped out of school, they don't need to know English for them to be learning the tailoring and the carpentry. So it is something that has helped us to the advantage, and it has helped us think out of the box. But also look at how do we work together as countries and work in a way that we don't need boundaries. So that is what technology has brought in. People are working on phones, people are working on computers, and earning from different parts of the world, taking advantage of technology. Thank you. Thank you. Oui. Je vais laisser Madame la Ministre répondre à la question et on fera la conclusion. Donc je dirais que l'adaptation n'est pas un luxe, il s'agit d'une nécessité. Parce que si toutefois nos populations ne s'adaptent pas, les communautés ne s'adaptent pas au changement climatique, je crois que c'est la catastrophe, je dirais que ça sera la fin du monde. Donc pour conclure, je dirais que pour ce qui est du gouvernement mauritanien, il entreprend des politiques économiques résilientes et durables, mais que toutefois la réussite de ces politiques au niveau de mon pays, mais aussi au niveau du continent, a besoin d'un renforcement de la solidarité, d'une solidarité beaucoup plus forte, d'un accès équitable à la finance publique et aussi d'un transfert de technologies propres. Les pays africains ont besoin d'un renforcement de capacité, d'un transfert de technologies propres pour pouvoir accompagner cette dynamique de changement mondial. Mais aussi, il y a lieu de renforcer le partenariat sur tous les niveaux, et promouvoir une économie circulaire pour une meilleure adaptation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je remercie donc vous remercie pour vos éclaircissements. Juste le mot de conclusion, c'est qu'effectivement, j'ai présenté des chiffres sur les besoins en termes de financement pour l'adaptation qui sont colossaux. Effectivement, sans une acceptation des pays riches de leurs responsabilités face au changement climatique, peut-être qu'au bout d'un moment, il faudra que l'Afrique s'engage dans un rapport de force, en fait, et ne soit pas simplement dans une position de demander, mais d'établir un rapport de force. C'est un peu ce qui se passe malheureusement au niveau mondial, et notamment à travers une utilisation plus efficiente des ressources de l'Afrique. Aujourd'hui, malheureusement, on est encore dans le schéma d'extraction de ressources pour les vendre à ces pays riches sans en tirer de la valeur ajoutée. Il faudrait peut-être, et évidemment ça profite beaucoup à ces pays-là, il faudrait que l'Afrique, à travers une plus grande coopération aussi en son sein, transforme cette logique-là et utilise ces ressources pour son propre développement et négocie davantage l'utilisation de ces ressources pour les pays riches en contrepartie peut-être d'une aide plus importante en termes de transfert technologique, comme l'a dit Madame la Ministre, de financement et d'augmentation, d'appui aux capacités des pays africains. Merci beaucoup, Monsieur Zoubeir Ben Hammouche. Merci à vos invités également.